Bonjour, c'est Clara Garnier-Amouroux pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics le 31 mars dernier, le Rassemblement national a du mal à choisir sa stratégie. Condamnée à une amende, une peine de prison sous bracelet électronique et une peine d'inéligibilité de 5 ans, effective immédiatement, Marine Le Pen pourrait ne pas être en mesure de se présenter à la présidentielle de 2027. Elle a rapidement fait appel et un nouveau procès doit avoir lieu début 2026. En attendant, le RN parle d'une décision politique et refuse d'évoquer publiquement un plan B. Mais depuis quelques jours, le parti d'extrême droite modère sa position et tente de remettre en scène le duo Marine Le Pen-Jordan Bardella. Aujourd'hui, dans Code Source, on vous raconte comment le Rassemblement national s'adapte à cette nouvelle donne avec Alexandre Sulzer, journaliste politique au Parisien. Il couvre l'actualité de l'extrême droite depuis 2011. Alexandre Sulzer, le lundi 31 mars, vous êtes au tribunal correctionnel de Paris pour l'annonce du jugement dans l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national. Vers 10h30, la présidente Bénédicte de Pertuis commence la lecture du jugement. Comment réagit Marine Le Pen ? Alors ça dure très longtemps, la lecture du jugement, puisqu'elle revient en détail sur les motivations de la condamnation. Et au bout de 1h30, 2 heures, on commence à comprendre évidemment que, sans surprise, elle va aller vers la voie de condamnation. Marine Le Pen et ses proches ne vont pas s'en sortir relaxés. C'est pas vraiment une surprise, évidemment, pour le Rassemblement national qui s'attendait à une condamnation. En revanche, vient à un moment donné la question de l'exécution provisoire, c'est-à-dire le fait que la peine s'applique immédiatement sans attendre l'appel. Ça, c'est vraiment ce qui fait peur le plus à Marine Le Pen, puisque ça veut dire qu'en cas de condamnation à une peine d'inéligibilité, elle ne pourra plus se présenter immédiatement. Et à ce moment-là, donc, pour contester cette décision, elle se lève et sans prévenir ni les journalistes, ni la magistrate, elle quitte les lieux, suivie par ses collaborateurs. Marine Le Pen et 22 autres personnes ont donc été reconnues coupables en première instance d'avoir utilisé de l'argent du Parlement européen destiné aux assistants des eurodéputés du FN devenus RN pour rémunérer des salariés du parti. Marine Le Pen est condamnée à 100 000 € d'amende, à une peine d'emprisonnement sous bracelet électronique et à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire. Alexandre Sulzer, ça veut dire qu'elle est immédiatement inéligible et ça c'est un coup de massue pour le parti d'extrême droite car il faut rappeler que la plupart des sondages donnent Marine Le Pen favorite pour l'élection présidentielle de 2027. Oui, bien sûr, c'est à ce stade la favorite au moins du premier tour. En tout cas, elle mène la course largement en tête dans les enquêtes d'opinion. Marine Le Pen a déjà 3 tentatives d'élection présidentielle à son compteur. Elle accroît à chaque fois ses résultats. Donc elle pense que cette fois-ci, elle est vraiment en mesure de l'emporter. D'autant que l'actualité, que ce soit les crises migratoires, sécuritaires et surtout le chaos politique ambiant avec une Assemblée nationale qui est ingouvernable, elle pense que toutes les planètes sont alignées pour que ce soit enfin son tour. Jusqu'à ce que, patatras évidemment, la décision de justice semble enrayer ce scénario un petit peu rêvé pour elle. Aucune réaction officielle du côté du RN dans la matinée, mais en début d'après-midi, Marine Le Pen organise une réunion de crise avec plusieurs de ses proches, son groupe de députés et Jordan Bardella, le président du parti. Pourquoi faire ? Parce que, en fait, le parti n'avait rien prévu. Personne n'avait d'éléments de langage pour répondre à ces scénarios vraiment auxquels Marine Le Pen refusait de croire. La seule chose qui avait été évoquée, c'est en cas d'exécution provisoire, il serait interdit de répondre à la presse. Rien d'autre n'avait été donné comme consigne. Donc même l'avocat, quand il quitte la 11e chambre correctionnelle, il est évidemment sollicité par les médias du monde entier qui sont venus vraiment en nombre ce jour-là, et il refuse de répondre, ce qui est assez rare pour un avocat qui sort d'une chambre correctionnelle comme ça dans une affaire aussi médiatique. Donc c'est blackout total sur la communication, personne ne répond à aucun journaliste, jusqu'à ce que Marine Le Pen et Jordan Bardella et quelques proches décident effectivement d'une stratégie de communication et réunissent les forces essentielles du parti, les députés, les membres du bureau exécutif, du bureau national, pour alimenter les éléments de langage. C'est le scénario de la victimisation qui est choisi. Jusqu'alors, Marine Le Pen avait choisi d'être relativement prudente sur cette thématique-là. Le mot, par exemple, de procès politique avait été proscrit pendant le procès, justement parce qu'elle ne voulait pas donner de tonalité, on va dire, complotiste à sa communication. Là, elle décide vraiment de passer à la contre-attaque en disant que cette décision est totalement inadmissible et totalement politique.
Dans la foulée, l'avocat de Marine Le Pen annonce qu'il va faire appel, une pétition de soutien est lancée, et le soir même, Marine Le Pen est en direct aux 20h de TF1. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Où elle se montre très virulente. Je crois que l'état de droit a été totalement violé par la décision qui a été rendue. Elle reprend ces éléments qu'elle a donnés à ses troupes dans l'après-midi. Donc sur le fond, il n'y a pas vraiment de surprise, mais elle veut montrer en tout cas qu'elle est extrêmement combative, qu'elle ne lâchera rien. Au moment où je vous parle, la présidente du tribunal a condamné la favorite à l'élection présidentielle à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire sans motivation. Il y a deux objectifs. Premièrement, dire que c'est une décision politique, elle conteste toujours sa culpabilité, elle ne reconnaît absolument pas les faits. Et deuxièmement, le message à faire passer, c'est qu'elle est toujours candidate à la présidentielle, qu'elle ne se laissera pas faire, qu'elle n'est pas une femme abattue. Et ça fait 30 ans que je me bats contre l'injustice. Et par conséquent, je vais continuer à le faire. Et je le ferai jusqu'au bout. Elle est aussi interrogée sur la possibilité que Jordan Bardella se présente à sa place. Qu'est-ce qu'elle répond ? Là, clairement, elle évacue cette possibilité. Elle nie pas que Jordan Bardella est un plan en option, mais c'est un plan qu'elle entend utiliser le plus tard possible. C'est à peu près dans ces termes-là qu'elle parle, alors que jusqu'alors, elle avait un peu faim de dire que elle ou Jordan Bardella, au fond, peu importe, le Rassemblement national avait de toute façon un champion, on va dire, pour la présidentielle. Là, devant cette perspective qui devient vraiment maintenant réelle, voire probable, elle change complètement son fusil d'épaule et elle dit non, le plan Bardella, c'est vraiment un plan extrêmement optionnel, c'est bien moi la candidate et je vais tout faire pour que ce soit moi. Le lendemain matin, Jordan Bardella est interviewé sur CNews et Europe 1. Qu'est-ce qu'il dit ? Alors Jordan Bardella, il est totalement dans la logique de communication de la patronne, c'est-à-dire une logique extrêmement offensive. Il accuse la justice d'être politique, il parle même de juge rouge, donc il va très loin. Aujourd'hui, c'est plus le gouvernement des juges. Aujourd'hui, c'est la tyrannie des juges. Il dit bien que c'est Marine Le Pen qui reste la candidate. Il sait qu'il est extrêmement attendu en interne sur ce sujet-là. S'il commençait à avancer un tout petit peu cette thématique-là, il sait que directement, les cadres du parti lui en voudraient énormément. En prenant cette rhétorique, Jordan Bardella rattrape aussi une gaffe qu'il avait fait la veille, puisque le jour de la condamnation, le 31 mars, il a tweeté tout de suite en disant que la condamnation empêche Marine Le Pen d'être candidate. Et donc l'utilisation du présent de l'indicatif au lieu du conditionnel est perçue comme le fait qu'il acte déjà qu'elle ne sera pas la candidate à la présidentielle. Et c'est une formule qui est mal passée en interne, et donc ce passage sur CNews lui permet de rattraper la gaffe et de montrer qu'il est bien fidèle à la patronne. Il appelle aussi à une, je cite, grande mobilisation populaire et pacifique. Moi, je considère aujourd'hui que les Français doivent s'indigner. Et je leur dis, indignez-vous. Nous allons ce week-end organiser des distributions de tracts, des mobilisations démocratiques, pacifiques, sereines. Les cadres du parti décident d'une campagne d'affichage, de tractage, d'une mobilisation, d'une pétition aussi. Et ils se rendent compte qu'auprès de la base militante, auprès des sympathisants, il y a une vraie émotion qu'a provoqué ce jugement. Et donc, ils décident d'aller plus loin et d'appeler les sympathisants à venir afficher leur soutien à Marine Le Pen dans une manifestation dans Paris, ce qui n'est pas dans les habitudes du parti. Dans la soirée, la Cour d'appel de Paris dit envisager un nouveau procès dès le premier trimestre 2026, avec une décision rendue à l'été 2026 donc. Pourquoi c'est si rapide ? Marine Le Pen tape très fort sur les institutions, l'institution judiciaire. Le gouvernement est un petit peu sur la défensive puisqu'il est accusé d'avoir manipulé cette décision. Même François Bayrou, il va de son commentaire en disant qu'il est troublé par l'exécution provisoire de la peine. Et l'institution judiciaire décide donc de répliquer en quelque sorte à ces accusations en disant que l'appel sera audiencé finalement assez tôt. Au plus tard, la décision en appel sera rendue à l'été de l'année suivante, donc l'été 2026, ce qui n'est pas inhabituellement rapide, mais quand même plutôt rapide. La justice veut prouver qu'elle n'a pas un calendrier politique, puisque l'appel permettra de savoir exactement le sort qui sera réservé à Marine Le Pen, et prouve donc qu'on n'y a pas derrière un objectif politique de l'empêcher d'être candidate à la présidentielle. J'imagine que pour Marine Le Pen, c'est une très bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est exactement en ces termes qu'elle le formule. Elle dit, elle salue une bonne nouvelle, elle ne peut que se réjouir de ce calendrier qui lui est quand même objectivement favorable.
Le lendemain, le mercredi 2 avril, une interview de Marine Le Pen paraît dans Le Parisien. Elle répète qu'elle n'envisage pas une autre candidature que la sienne pour 2027 et elle dit avoir lancé plusieurs recours pour tenter de révoquer sa peine d'inéligibilité. Expliquez-nous, quelle est sa stratégie à ce moment-là ? Alors encore une fois, c'est bien rappeler que c'est elle la candidate. Elle va encore plus loin dans le fait de mettre Jordan Bardella de côté, puisqu'elle dit finalement que même si elle était d'accord pour lui passer la main, il ne serait pas la bonne personne. Il est bien pour être Premier ministre, il n'est pas fléché pour être président de la République. Donc ça, elle le rappelle. Et par ailleurs, même si elle ne rentre pas trop dans le détail, elle dit qu'il y a d'autres recours qu'elle envisage, notamment auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, pour voir s'il y a un petit trou de souris pour essayer de ne pas être empêché. Dans les jours qui suivent, plusieurs cadres du Rassemblement national dénoncent, je cite, la tyrannie des juges. C'est conforme effectivement aux éléments de langage qui ont été décidés dès le lundi. On sent qu'il y a une pression de certains, comme Jean-Philippe Tanguy, par exemple, qui est devenu un peu un des visages aussi du parti, pour aller très fort sur cette thématique qui frôle un peu avec le complotisme, il faut bien le dire, qui dirait que les juges se sont organisés, ont décidé d'empêcher Marine Le Pen d'être candidate. Et c'est un peu nouveau dans un parti qui, depuis 2 ans, en tout cas depuis qu'il a un groupe important à l'Assemblée nationale, a décidé plutôt d'intégrer sagement les institutions. Là, c'est un peu une stratégie de rupture par rapport à ce qu'ils avaient observé jusqu'alors. C'est une grosse affaire, une très grosse affaire. J'en connais quelque chose. La chef de file du RN est aussi soutenue par plusieurs dirigeants internationaux comme le président russe, Vladimir Poutine, et l'américain Donald Trump. Comment est-ce qu'elle accueille leur déclaration de soutien ? Alors c'est un peu ambivalent dans le sens où évidemment Marine Le Pen a bien conscience que les leçons de démocratie de Vladimir Poutine, c'est pas forcément extrêmement bien perçu en France. Idem pour celle de Donald Trump. Néanmoins, elle s'en empare quand même pour dire que cette décision choque à l'international. Elle reste assez floue. Elle évite de rappeler nommément qui sont les personnes qui lui apportent son soutien et qui sont assez logiquement les populistes, voire des autocrates à travers le monde. Mais elle dit que la France s'abîme et que vraiment c'est une décision qui, au niveau international, choque le monde entier. Alexandre Sulzer, le dimanche 6 avril, un rassemblement est donc organisé par le Rassemblement national dans le 7e arrondissement de Paris, place Vauban, derrière les Invalides. Vous êtes sur place, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous voyez ? Ce qu'on voit essentiellement, c'est des cars qui délivrent des militants qui viennent avec leurs drapeaux, leurs panneaux de soutien à Marine Le Pen. Je trouve qu'on doit respecter la démocratie et que du coup là il y a eu une grande abus de pouvoir de la part des opposants de Marine Le Pen qui ont vu que, comme a dit Marine, ils voient qu'ils sont en train de perdre dans les urnes et ils ont utilisé tous les moyens nécessaires pour la faire taire. Une grande part des manifestants ce jour-là sont venus par les fédérations du parti qui ont improvisé des autocars, des voitures partagées pour essayer de créer un effet de masse. Mais c'est un effet de masse relativement raté parce que, au final, la place Vauban n'est pas entièrement remplie. L'objectif, c'était de la remplir. Elle a une capacité d'environ 10 000 personnes. Honnêtement, elle est à peu près remplie aux 2/3. C'est plutôt un échec en termes de mobilisation, ce qui n'est pas tout à fait étonnant parce que, déjà, le parti s'est laissé très peu de temps pour organiser la manifestation. Le parti n'a pas cette culture, comme on peut l'avoir à gauche, de mobilisation dans la rue. Et par ailleurs, faire monter, entre guillemets, des gens à Paris, qui plus est dans le 7e arrondissement, un quartier quand même très cossu, on est très loin des bassins de vie des électeurs du Rassemblement national. Et donc, c'était un pari un peu trop audacieux. C'était assez difficile pour le parti de pouvoir espérer une grosse mobilisation de masse. Donc, c'est un échec relatif, même si je crois qu'il ne faut pas en tirer pour autant une leçon électorale. Jordan Bardella prononce un discours et il revient sur la décision de justice rendue en début de semaine. Ils voulaient éteindre une voix, mais ils ont réveillé le peuple de France. Il reprend finalement une intonation assez proche de ce qu'il disait jusqu'alors, pointant une décision injuste, mettant en cause l'institution judiciaire qui serait extrêmement dure avec le Rassemblement national alors qu'elle serait laxiste avec les étrangers en situation irrégulière. Voilà, c'est un discours assez rodé. Il prend néanmoins la précaution de rappeler qu'il ne met pas tous les juges dans le même sac. C'est ensuite au tour de Marine Le Pen de prendre la parole et elle dit être victime d'une chasse aux sorcières. Il faut arrêter de nous reprocher de critiquer une décision de justice. Ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique. Oui, alors là aussi, la rhétorique, au fond, est assez proche de ce qu'a dit Jordan Bardella. Elle le dit dans des termes un peu plus mesurés peut-être qu'elle ne l'avait fait
quelques jours avant, elle avait dit que le système, un mot qu'elle n'utilisait plus vraiment, le système avait sorti l'arme nucléaire. Mais sur le fond, finalement, c'est la même chose. C'est pour dire qu'elle est victime, encore une fois, d'une machination, d'une politique, d'une injustice criante. Et elle se compare même à Martin Luther King, chantre de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Je veux dire que notre ligne de conduite ne sera jamais celle de la brutalisation, chère à d'autres formations politiques, mais celle pacifique du pasteur Martin Luther King pour les droits civiques des citoyens américains à l'époque opprimés et privés de droits. C'est un message qui fait un peu tiquer les anciens, qui pensent que c'est un message peut-être plus pour les nouveaux adhérents. En tout cas, clairement, Martin Luther King n'est pas un référentiel extrêmement classique du Rassemblement national. On n'est pas sur Jeanne d'Arc. 2 jours plus tard, le mardi 8 avril, Marine Le Pen est de retour à l'Assemblée nationale et elle s'exprime lors du vote sur le durcissement du droit du sol à Mayotte. Racontez-nous comment ça se passe. Marine Le Pen adore parler de Mayotte, encore plus quand il s'agit de parler de droit du sol. Donc elle décide vraiment d'intervenir elle-même sur ce sujet-là. Et comme à son habitude, elle est extrêmement sûre d'elle, très offensive dans l'hémicycle. La première urgence, vous le savez, consisterait à supprimer purement et simplement le droit du sol, et pas seulement à Mayotte, sur l'ensemble du territoire national. Et évidemment, comme à chaque fois aussi, extrêmement applaudi par son groupe, très discipliné. Alexandre Sulzer, à ce moment-là, vous remarquez que le RN commence à changer de ton par rapport à la semaine qui vient de s'écouler. En réalité, le parti cherche surtout à changer de sujet. Depuis une semaine, le parti était en boucle sur cette décision de justice. Là, l'idée, c'est de tourner la page. Certains commencent à s'inquiéter dans le parti du fait de parler uniquement des problèmes de Marine Le Pen au lieu de parler des problèmes des Français. Ils ont peur que les électeurs, sont souvent issus des classes populaires, qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, qui ont des inquiétudes au quotidien, ils ont envie que le parti se batte pour eux, pas qu'ils se battent pour eux-mêmes. Et ils voient bien que dans l'opinion par ailleurs, le pourcentage de personnes choquées par la décision de justice, finalement, n'est pas si grand que ça. Au sein des électeurs purs et durs du Rassemblement national, il y a une majorité de personnes qui pensent effectivement que c'est une décision injuste, politique, mais qu'une majorité ou une quasi-majorité des Français a plutôt tendance à approuver cette décision. Donc ça aussi, ça compte évidemment dans la stratégie politique, et donc le parti décide de revenir un petit peu sur des sujets d'actualité. Il parle de politique, mais pas uniquement de l'affaire judiciaire. 2 jours plus tard, le jeudi 10 avril, Marine Le Pen est invitée dans un restaurant chic du 8e arrondissement de Paris par la revue politique Hémicycle, et la chef du RN continue de vouloir faire passer le message que son parti tourne la page de la condamnation. Oui, elle revient pour parler de politique. C'est la revue L'Hémicycle, donc elle va parler d'actualité parlementaire. Elle veut montrer qu'elle est dans les dossiers, qu'elle suit l'actualité législative du moment. Et elle dit qu'elle peut à tout moment décider de censurer le gouvernement de François Bayrou. Elle évoque plusieurs sujets qui peuvent s'y prêter, puisqu'elle accuse le Premier ministre d'immobilisme. Elle dit que le plan pluriannuel de l'énergie, par exemple, peut être une occasion de censure. L'immigration peut être une occasion de censure. La proportionnelle peut être une raison de le censurer. Donc elle menace de plus en plus le Premier ministre. Elle évoque aussi la possibilité d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Logiquement, si elle tenait compte que de son sort personnel, elle ne devrait pas être pour une dissolution, puisqu'elle sera empêchée, à cause de l'exécution provisoire, de se représenter à la députation. Donc elle dit bien que si sa politique, sa censure mène à une dissolution, pourquoi pas. Elle a une posture presque sacrificielle pour dire qu'elle favorise l'intérêt des Français et non son intérêt propre. Et c'est aussi un peu une réponse à la critique de la semaine de la séquence précédente, où certains en interne craignaient que le message passé auprès de l'opinion publique soit que Marine Le Pen s'intéresse davantage à son propre sort politique et judiciaire qu'à celui du pays. Alexandre Sulzer, est-ce que le RN mise vraiment uniquement sur la candidature de Marine Le Pen pour la présidentielle 2027 ? Non, en fait, au Rassemblement national, ils ont bien compris qu'il y avait quand même une vraie incertitude sur le destin judiciaire et donc politique de Marine Le Pen. Et évidemment que le plan B, le plan Jordan Bardella, est toujours d'actualité, mais il ne faut surtout pas l'évoquer publiquement. Ça serait dans leur esprit déjà tourner la page, Marine Le Pen. Et surtout, Marine Le Pen, si elle est de nouveau condamnée en appel, avec de l'exécution provisoire, elle va faire un pourvoi en cassation, mais son sort politique devient extrêmement incertain. À un moment donné, elle ne va pas pouvoir non plus s'accrocher aux branches et mettre en péril tout le parti politique. Donc elle a dit cette semaine
dans une confidence au Figaro que dans ce scénario-là, mais dans ce scénario-là uniquement, elle passerait la main à Jordan Bardella. Donc le duo, le ticket, comme on dit au Rassemblement national, est un petit peu plus remis en scène depuis quelques jours. Et ceci est vrai aussi parce que les sondages sont concordants. Marine Le Pen fait le même score que Jordan Bardella au premier tour d'une élection présidentielle. Donc, contrairement à ce qu'a dit Marine Le Pen, la marque RN, c'est celle qui fonctionne, et donc c'est peut-être pas si grave pour le parti si l'hypothèse Bardella est évoquée. Est-ce que c'est risqué pour le Rassemblement national d'attendre 2026 et ce procès en appel pour choisir un candidat ou une candidate ? Après, le risque, évidemment, c'est de trop attendre, puisque à l'été 2026, on sera à moins d'un an de l'élection présidentielle. Le calendrier d'un pourvoi en cassation est extrêmement incertain, et donc il ne faut pas, évidemment, que le Rassemblement national fasse trop traîner les choses non plus. Il faut que le candidat, quel qu'il soit, puisse avoir sa stratégie de campagne, son équipe de campagne. Et Jordan Bardella, si c'est lui en plus, il est quand même très jeune, il faut quand même une certaine expérience pour pouvoir être candidat à la présidentielle. On l'a vu aux législatives, il a quand même des manques programmatiques, il lui faudra quand même un peu de temps pour s'élancer, pour s'échauffer, pour être un candidat à peu près crédible. Merci à Alexandre Sulzer. Cet épisode de Code Source a été produit par Pénélope Gualquirotti, Clara Grouzis et Thibault Lambert. Réalisation Pierre Chaffanjon. N'hésitez pas à nous laisser des pouces en l'air et des commentaires sur les plateformes d'écoute et sur YouTube, c'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. Et ne ratez pas Crime Story, notre podcast fait divers, avec une nouvelle affaire criminelle racontée chaque samedi.